Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le cauchemar se poursuit pour le peuple ukrainien depuis l'attaque russe lancée le 24 février 2022. Derrière son président, Volodymyr Zelensky, l'armée ukrainienne résiste et s'active depuis plus d'un mois pour mener à bien une contre-offensive sur le front de l'Est. Un élément nouveau s'est donc ajouté au rapport de force ces derniers jours. Des attaques de drones sont lancées sur Moscou, Tarangog et la Crimée. La population russe prend conscience du conflit. Vladimir Poutine adapte sa communication. Nous vous posons donc logiquement cette question. L'Ukraine peut-elle renverser la Russie? Vous intervenez 0826 300 300 ou sur le compte Twitter dit X. Et nous recevons un invité pour en parler, le colonel Père de Jong, ancien chef de corps du 3e régiment d'infanterie de marine, aide de camp de 2 présidents de la République et fondateur de l'Institut Thémis. Bonjour colonel. Bonjour. Bienvenue à vous. Bon, on a vu nos auditeurs, là pour l'instant, on n'y croit pas trop. Ouais. Est-ce que, avec ces attaques de drones, parce que c'est de cela finalement que part notre réflexion, Père de Jong, est-ce que la donne est en train de changer? Est-ce que cette contre-offensive plus les drones font que la Russie peut douter? Alors, le vrai problème là, qui est la cible en fait lorsque les Ukrainiens lancent des drones sur Moscou et sur les grandes villes russes? L'impact, la cible, ce sont les opinions publiques russes. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de les toucher. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement déstabilisant, aujourd'hui, concrètement, pour des Russes, de voir des drones, même de taille importante, qui s'appelle le Beaver, c'est une espèce de drone bricolé par les Ukrainiens. C'est sûr qu'il est extrêmement déstabilisant. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit de nature, si vous voulez, à modifier le rapport de force, je dirais, de façon visible sur le terrain. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est une carte que jouent les Ukrainiens et qui aujourd'hui a surpris les Russes. C'est ça le cœur du problème. Encore une fois, ça ne change pas les rapports de force. Corinne Tapiero, on a vu pas mal de vidéos tournées, je ne sais pas si vous les avez vues sur les réseaux ces temps-ci, de soldats russes qui prennent leur vie, en fait, à défaut pour ne pas être pris par les Ukrainiens, par peur des représailles ukrainiennes au moment où ils sont faits prisonniers. Donc c'est une histoire de communication. On ne sait pas trop ce que Poutine raconte à son armée, mais ils ont très très peur. Ils se suicident. Ils se suicident directement. Du coup, c'est vraiment une guerre de la communication entre les deux pays et aussi de la propagande envers leur propre peuple. Enfin, en l'occurrence là pour la Russie. Quoi. On a deux choses. On a vraisemblablement une propagande qui est faite auprès des populations, qu'elles soient russes ou ukrainiennes d'ailleurs, parce qu'on les entretient dans des victoires qui finalement n'en sont pas. Et puis on a aussi cette nouvelle façon de faire la guerre avec l'intelligence artificielle que visiblement tout le monde ne maîtrise pas à la même hauteur. Donc on sait que l'Ukraine est armée par l'Occident. Poutine en joue énormément parce qu'il met une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde de temps en temps, rappelant qu'il a l'arme nucléaire. Et je pense que cette intelligence artificielle, si elle est avantageuse parce qu'elle épargne des hommes, elle nécessite de plus en plus de personnel très formé, qu'on a finalement de moins en moins un petit peu partout. Et ça va être très compliqué. Et ce qui me choque beaucoup dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on en est à près de 600 jours de guerre, ce qui est pratiquement... on arrive aux 2 ans, c'est terrifiant. Et à aucun moment, on ne parle des conditions de la paix. Quelles sont les conditions de la paix? À aucun moment, et que ce soit ni la Russie ni l'Ukraine, et encore moins les dirigeants internationaux de la communauté internationale qui, lorsqu'ils se déplacent, on ne les entend jamais parler de paix. Ouais. C'est terrifiant, quoi. Alors, est-ce que y a des intérêts vraisemblablement à tester des armes sur le terrain grandeur nature? Mais enfin, ça reste quand même extrêmement difficile de faire accepter ça aux populations. Vous savez, de raconter cette simple histoire à une population russe qui voit ces bâtiments touchés en plein cœur de la ville, de la capitale, forcément, ça les rallie à la cause de Poutine et ils pensent que Poutine a raison. Ça interpelle, en tout cas. Père de Jong, vous répondez peut-être à ce que vient de dire Corinne Tapiero. Quand est-ce qu'on parle de paix? Pour l'instant, personne n'en parle. Mais elle a parfaitement raison. C'est vrai que c'est un conflit extrêmement étrange dans lequel les deux protagonistes, si vous voulez, on a l'impression qu'ils veulent aller monter à l'extrême. Le problème, c'est les conséquences que ça provoque. Il y a des conséquences locales qui sont extrêmement déstabilisantes et destructrices, on le voit bien dans la guerre, mais également des conséquences régionales. Et c'est ça le cœur du sujet. C'est que le cœur du sujet, c'est qu'en fait, vous avez deux protagonistes qui peuvent entraîner leurs environnements, leurs voisins, leurs alliés, tout ce qu'on voudra, dans une guerre qui peut être totale. Et c'est ça le cœur du problème. Et aujourd'hui, personne ne ralentit les protagonistes.
On voit bien que Poutine, il est sur un modèle extrêmement dur, mais Zelensky, de son côté, est sur un modèle extrêmement dur. À la limite, encore une fois, l'agresseur est bien évidemment, il est russe, c'est clair et net. Mais c'est vrai que Zelensky, aujourd'hui, est sur un modèle extrêmement dur. Pourquoi? Parce que l'OTAN est derrière lui. Parce que il est agressé aussi. Parce que les Américains le poussent et l'encouragent à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison ni pour l'un ni pour l'autre. Ils sont en fait coincés par leur propre message, leur propre discours. Et ils n'arrivent pas à revenir en arrière et en tout cas faire des propositions qui soient raisonnables pour les uns comme pour les autres. C'est le cœur du problème. C'est vrai qu'on ne parle pas de diplomatie, on ne parle pas de politique, on ne parle que militaire et destruction. Bruno Pomar, comment faire une proposition raisonnable pour les Ukrainiens quand on est agressé par un agresseur tel que la Russie? À un moment donné, je ne sais pas s'il faut tendre l'autre joue dans ce cas-là. Il faudrait plutôt poser la question au colonel Pierre de Jong, qui est un grand spécialiste du domaine. La négociation, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'est important, la diplomatie, la négociation, mais visiblement, ça n'a pas l'air de marcher. Quand on voit notre président Macron monter au créneau de Poutine, aller voir Zelensky, discuter comme le font d'autres chefs d'État européens, on s'aperçoit que le résultat, il est quand même plutôt médiocre. Donc, c'est une véritable interrogation. Et en même temps, ce que disait Madame tout à l'heure, c'est que on se rend compte que le marché de l'armement rapporte énormément pour les pays. Alors là, en l'occurrence, on fournit à l'Ukraine, nous. Mais c'est un bon moyen, effectivement, de développer de nouveaux produits. On l'a vu avec l'émergence de ces drones, les Wild Hornet, qu'on utilise avec beaucoup d'efficacité. D'ailleurs, c'est intéressant. On n'a plus besoin d'envoyer des gens au combat corps à corps. Maintenant, on balance directement des drones sur les positions. Les Chinois viennent d'en vendre aussi aux Russes. Tout à fait. Tout le monde y va, les Iraniens, etc. C'est une nouvelle forme de guerre. Je crois que c'est la guerre, comme on l'a connue avec les fantassins qui s'affrontaient à la baïonnette, tout ça c'est fini. Voilà, il y a tout un tas d'éléments. Il y a une espèce de nébuleuse que j'arrive pas à percevoir. Mais on a l'impression que tous les jours, on entend dans les médias, la guerre continue tranquillement. On a des morts par-ci, des morts par-là, et puis ça avance, mais sans réponse concrète. Et la seule réponse, à mon sens, ça serait une réponse diplomatique. Mais visiblement, avec un Poutine en face, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce qu'il faut se débarrasser de M. Poutine? Peut-être, mais là, ça va chercher loin. Ouais. Colonel Père de Jong, nous avons face à face deux armées. Est-ce que c'est le statu quo? Parce que on n'a pas l'impression que l'une ou l'autre soit capable de prendre le dessus. Est-ce que vous nous le confirmez, ça? Oui, évidemment. Enfin, ce qui se passe globalement, c'est que concrètement, il y a trois niveaux dans cette guerre. Il y a le niveau tactique. Et on voit que cette contre-offensive ukrainienne, en fait, elle a été assez mal préparée. Je pense qu'ils ont mal choisi leurs objectifs et surtout, ils ne sont pas concentrés. J'ai relancer une contre-offensive sur trois axes différents. Un vers Donetsk, un vers le centre et un vers Zaporijjia. Ça me paraît vraiment exagéré. C'est le premier point. Niveau tactique, aujourd'hui, il y a une forme d'équilibre des forces. On voit bien que depuis quelques temps, les Ukrainiens, comme les Russes le faisaient déjà, mais les Ukrainiens essayent de basculer dans ce qu'on appelle une guerre plus opérative. C'est en fait une guerre de théâtre, donc dans un environnement de l'ordre de 200, 300, 400 km. On voit bien que les Ukrainiens, aujourd'hui, bombardent massivement l'Ukraine, les centres de commandement, les centres logistiques, ce que font d'ailleurs les Russes aussi. En fait, il y a également, à ce niveau-là, il y a également un rapport de force qui s'est équilibré. Le troisième niveau, c'est le niveau stratégique. Jusqu'à présent, si vous voulez, il y avait que les Russes qui avaient le droit de le faire, qui avaient le droit, quelque part, de leur terrain, d'aller bombarder l'Ukraine. L'Ukraine était bloquée, puisque les conditions de don des matériels sur les Américains étaient qu'ils n'avaient pas le droit d'aller tirer avec des matériels américains, ou en tout cas de l'OTAN, sur la Russie. Donc, ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est qu'ils essayent de mettre en place une espèce de rapport de force et de l'équilibrer dans le domaine stratégique, c'est-à-dire en fait d'attaquer à grande distance. Et c'est ce qu'ils font depuis plusieurs semaines. Le problème, c'est qu'à trois niveaux, tant qu'au niveau tactique, qu'au niveau opératif, qu'au niveau stratégique, vous avez un rapport de force qui s'est équilibré et vous n'avez pas d'avantage ni pour l'un ni pour l'autre. Donc c'est statu quo. L'un ni l'autre aujourd'hui ont l'initiative, et on est bloqué sur le terrain. Philippe Bouriaki, pour revenir sur cette histoire d'armes technologiques, d'armes écrites auxquelles tout d'un coup ont accès des peuples qui n'y avaient pas accès auparavant, il y a un problème de formation accélérée aussi, j'imagine, pour que les frappes soient plus précises et mieux organisées, si on y réfléchit. Affirmatif, d'abord, je voudrais présenter mes respects au colonel, merci pour votre analyse, mais non simplement il y a un système de formation et puis il y a aussi la technologie qui se développe en face. On voit que les Russes ont investi massivement sur des brouilleurs pour pouvoir atténuer en tout cas l'efficacité de ces drones. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a un agresseur qui s'appelle la Russie ou l'URSS, parce que on voit très bien dans son développement tout ce qu'il fait, c'est dans la nostalgie de l'URSS, Vladimir Poutine. Mais on a un produit
produit de l'URSS en tant que avec Vladimir Poutine. Et puis le respect. Je rappelle qu'en 2014 il y avait les accords de Minsk qui revient derrière puisqu'il préparait depuis 2014 l'invasion du Donbass et on sait très bien où est-ce qu'on va aller encore après. Donc moi je soutiens évidemment depuis le premier jour mes amis ukrainiens. Je serai demain à 18h. Oui, on rappelle que vous êtes très actif. Vous avez participé à des manifestations de soutien. Tous les mercredis, tous les samedis, quand je suis disponible, bien évidemment. Demain à 18h à Rombuteau, on sera encore là pour sensibiliser les Français et les Françaises, pour dire que ce sont les défenseurs de notre démocratie, les défenseurs de l'Europe et qu'on ne peut pas les abandonner. Et je dis à mes amis russes qui aussi se rebellent comme ils peuvent en Russie, mais c'est très compliqué. Oui, parce qu'il y a une opposition en Russie, rappelons-le, et des premières arrestations avec la justification d'un état de guerre avancé par Vladimir Poutine. Complètement, mais il y a aussi des interventions militaires par des résistants russes qu'ils essaient de minimiser, mais l'Ukraine, c'est le nouvel Afghanistan de l'URSS. Ni plus ni moins. Vous ne pouvez pas, et c'est impossible, l'histoire nous l'a démontré, en Corée, au Vietnam, en Algérie, dans tous les pays qui ont été colonisés de force, le peuple, s'il n'est pas avec vous, il est contre vous, et d'un côté vous aurez peut-être 1 ou 2 millions de militaires russes, de l'autre côté vous avez 44 millions de résistants. C'est donc mécaniquement impossible, c'est pour cela qu'il faut aider massivement les Ukrainiens et les Ukrainiennes, leur donner des armes, ils ne demandent rien d'autre, ils ne demandent pas qu'on intervienne, ils demandent qu'on leur donne les moyens de pouvoir se défendre et reprendre leur territoire. Et donc on doit être derrière eux, et je pense que c'est une nouvelle Afghanistan pour les Russes. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous nous dites ce que vous en pensez, les auditeurs de Sud Radio, et est-ce que l'Ukraine est capable finalement d'aller à bout et de retourner cette domination russe. Peut-être, colonel Père de Jong, sur ce que vient d'annoncer Philippe Bouriaki, ce que vient de dire Philippe, c'est-à-dire un peu comme l'Afghanistan, un peu comme le Vietnam, le peuple est là et l'Ukraine ne sera jamais prise finalement. Alors, c'est le problème des guerres justes, des guerres injustes. Cette guerre, elle est parfaitement injuste, mais on voit très bien où se situe, si vous voulez, l'agresseur. Il n'y a absolument aucun doute. Le problème, encore une fois, c'est que l'agresseur est une superpuissance. C'est ça le grand changement depuis 1945. C'est la première fois qu'une grande superpuissance, mène une guerre d'expansion en Europe directement. Cette superpuissance, aujourd'hui, a 6 000 ogives nucléaires. Donc, on voit bien que la Russie ne pourra pas imploser. C'est littéralement impossible. Car, encore une fois, la Russie a 3 profondeurs stratégiques. Une profondeur stratégique démographique, une profondeur stratégique géographique et une profondeur stratégique industrielle. Donc en fait, le temps joue globalement pour la Russie. Le deuxième point, c'est que les grands acteurs internationaux, l'Europe, les États-Unis ou d'autres, si vous voulez, on voit bien qu'aujourd'hui, personne n'envisage que la Russie soit, demain matin, implose. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Poutine, il est soumis à une pression énorme qui est liée au fait qu'il peut être susceptible d'être enfermé ou en tout cas d'être jugé au TPI, au tribunal pénal international. Mais encore une fois, si vous voulez, le positionnement de la Russie comme grande puissance fait que ça limite, par la force des choses, ça limite les capacités, je dirais, offensives. On voit bien, encore une fois, si les Américains avaient réellement voulu que les Ukrainiens aient l'ensemble du matériel, ils auraient livré des F-16, ils auraient livré l'ensemble des matériels disponibles. Ils ne le font pas, parce que, encore une fois, le calendrier des Américains et de l'OTAN n'est pas du tout le même. Alors, Philippe Bouriaki veut vous répondre. Alors, sur les F-16, mon collègue, avec tout le respect que je vous dois, vous savez très bien qu'on ne peut pas former un pilote aussi facilement. Il faut minimum 3 ans de formation. Il y a un bon pilote, vous le savez mieux que moi, c'est entre 10 et 15 ans. Donc forcément, le temps n'est pas forcément favorable qu'aux Russes. Il peut être aussi favorable aux Ukrainiens. C'est vrai que les Ukrainiens ont un avantage énorme, c'est qu'il y a une forme de motivation, une forme de détermination qui est extrêmement impressionnante, et depuis 1 an et demi, c'est absolument remarquable. Mais la question qu'on peut se poser également, c'est est-ce qu'ils peuvent tenir? Donc c'est vrai qu'on aurait pu très bien fournir des avions, mais tant qu'on y était, on aurait pu trouver des pilotes qui soient pas européens, je dirais des non-européens comme pilotes des F-16. C'était pas impensable, d'autant que le F-16 a été vendu dans le monde entier. Donc c'était pas, encore une fois, il y avait un coup à jouer. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a toujours été avec un temps de retard.
tard. On n'a pas fourni les avions, on a fourni les missiles de longue portée, ou en tout cas de l'artillerie de longue portée, que trop tard, etc. Je prends l'exemple du matériel blindé. Le matériel blindé est un matériel qui n'est pas obsolète, mais qui est ancien. Il est cercé et qui est en train d'être retiré, de la panoplie de l'armement français, etc. Donc encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas fait l'effort parce qu'on ne voulait pas le faire, parce qu'on a toujours pensé qu'il y aurait un espace de négociation qui était possible, et ça n'a pas été fait. Mais rappelez-vous, au début de la guerre, le président Zelensky avait émis l'hypothèse, au tout début, au mois de mars 2022, avait émis l'hypothèse sur laquelle on pourrait négocier quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Mais on voit bien qu'il y avait une espèce de fenêtre de tir qui s'est refermée quasiment immédiatement, et aujourd'hui, elle est totalement fermée. Et malheureusement, un conflit ne peut pas s'imaginer sans un objectif final, sans savoir ce qu'on veut. Et malheureusement, encore une fois, je pense que cette guerre peut durer un certain temps, puisqu'on voit bien que cette guerre va s'arrêter pendant l'hiver, on va retomber dans les pluies, on va retourner dans l'hiver, et donc rien ne se passera avant 2024. Justement, Corinne Tapiro, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on va retourner au standard au 0826 300 300 avec Sandrine, notre auditrice, et qui était plutôt d'accord avec ce que vous disiez et qui posait la question de la paix finalement dès le départ. Sandrine, on vous écoute. Oui, merci déjà à Corinne d'avoir évoqué la paix, parce que j'ai l'impression que voilà, on est deux femmes à évoquer la paix, c'est peut-être pas pour rien. Bah écoutez, je suis un homme et je veux bien l'évoquer aussi. Hein. C'est peut-être parce que ça, on se met à la place des mères qui voient leur enfant tomber pour de mauvaises raisons, et c'est assez insupportable. Moi, j'ai souvenir d'avoir visité un cimetière militaire en Normandie quand j'avais 22-23 ans. On était un groupe d'étudiants et on s'est rendu compte que tous les gars qui étaient enterrés là étaient plus jeunes que nous, sont morts plus jeunes que nous, et c'était assez insupportable. Si on remonte plus loin, moi j'ai 4 frères de mon arrière-grand-père qui sont tombés en 14-18. C'est des choses comme ça qu'il faut vraiment pas oublier, et pour avoir la paix, préparons la guerre, et c'est ce qu'a fait toujours l'armée française depuis que, voilà, moi j'ai une 50aine d'années, je l'ai toujours vu faire ça. C'était vraiment pour moi important. Je pense que les armes, faut pas les donner une fois qu'il y a déjà la guerre d'entamer, qu'il y a déjà des batailles sur le terrain. C'est avant qu'il faut préparer la paix. Et en effet, je pense que là, il y a quelque chose qui a dérapé. Mais il faut trouver des solutions. Notamment, je pense qu'on a des solutions du côté diplomatique, mais aussi militaire. Hein. Je pense qu'on a des très très bons militaires encore en France. Je fais confiance à certains généraux pour savoir comment éventuellement pouvoir donner des astuces peut-être qui nous manquent aujourd'hui pour trouver des solutions pour arrêter ça. Corinne Tapiro. Alors moi j'avais une question à vous poser, colonel Père de Jong. Est-ce que vous ne pensez pas que cette guerre, au moment où elle est intervenue, a servi aussi d'un formidable tremplin de communication pour d'autres fins, notamment des fins électoralistes? On était quasi en campagne électorale présidentielle et les législatives. Est-ce que ça... Selon vous, ça a pu avoir une incidence réelle et sérieuse, puisqu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites tout de suite. On doit reconnaître qu'effectivement la France a ouvert ses portes très vite, a mis en place tout un système d'aide pour les Ukrainiens qui voulaient se mettre à l'abri momentanément. C'est des gens qui n'ont pas vocation à rester, hein, qui veulent repartir, parce que le peuple ukrainien est patriote. Je sais que c'est un mot qui choque tout le monde parce que ça fait un peu extrême droite, mais c'est un vrai peuple patriote et qui a une vraie... sans être d'extrême droite. Hein. Non, et oui, mais c'est ça. Mais bien sûr. On fait un raccourci, voilà. Et la population ukrainienne a une volonté de repartir. Et ensuite, il y a eu tout un discours extrêmement anxiogène sur ce qui se passait. Est-ce que ça n'a pas desservi peut-être des négociations? Et ça a en tout cas objectivement servi la campagne présidentielle du président sortant. Colonel Père de Jong. Alors objectivement, je pense qu'il y a eu un effet d'aubaine et que le président français, le futur président français en pleine campagne, évidemment, a saisi cette occasion. Ça, c'est évident et c'est un effet d'aubaine. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y avait une espèce de stratégie globale pour monter à la guerre. Je pense que simplement Poutine avait besoin de ça. Poutine est sur un modèle, je dirais, de conquête quelque part de ce qu'on appelle un glacis à l'ouest. C'est une vieille stratégie russe qui date depuis quasiment des centaines d'années, des siècles. Et donc, il revient sur son vieux modèle de reconstituer ce glacis russe. Il est vrai que les Américains, au cours de l'histoire récente, hein, depuis globalement les années 90, puisque rappelez-vous la chute du mur, l'explosion du URSS en 91, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait une espèce de statu quo qui aurait dû se mettre en place. Ça avait été négocié avec Yeltsin, et c'est vrai que l'OTAN et comment dire, l'Ouest
n'a cessé de rejoindre, enfin de se rapprocher des frontières. Encore une fois, c'est la volonté des États, c'est la volonté des Pays-Baltes, c'est la volonté de la Pologne, c'est la volonté de la Roumanie, de la Bulgarie. Donc ils souhaitaient être protégés par l'OTAN. C'est le cœur du problème. L'Ukraine étant, je dirais, pour les Russes, une excroissance du peuple, enfin, de la Russie. Oui. Donc l'idée, c'était de recréer ce grand glacis. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu affaire à quelqu'un et on n'a pas compris ce qu'il voulait. Je pense qu'on est resté sur un modèle un peu arrogant en considérant que Poutine ne ferait jamais, qu'il n'aurait jamais la capacité de le faire. Or, le problème, c'est que les invariants, si vous voulez, géostratégiques et géopolitiques existent toujours. Et malheureusement, ce qu'on n'a pas compris, c'est que Poutine était, comment dire, son logiciel était vrillé sur un invariant qui date d'il y a plusieurs centaines d'années, qui était d'avoir un glacis à l'ouest. Deuxième point, c'est recouvrer quelque part, comment dire, une espèce d'honneur perdu en 91, l'humiliation que les Russes ont subie en 91. Oui, la chute de l'URSS. Nous, on a pensé que le monde entier, la Russie allait vers la démocratie. Le siècle démocratique en Russie a duré quelques années avec Yeltsin. Après, c'est terminé. Donc, on n'a pas perçu tout ça. Et malheureusement, il y a eu une montée aux extrêmes, une montée des tensions qu'on n'a pas su réguler, qu'on n'a pas su, si vous voulez, gérer de façon extrêmement stricte. C'est comme si les deux blocs avaient fait perdurer. Je voudrais profiter aussi de la présence parmi nos vraies voix de Bruno Pomar, ancien du RAID. Tout à l'heure, Sandrine le disait, c'est une histoire aussi d'hommes, de jeunes qui meurent au combat. J'ai eu l'occasion de présenter ce week-end sur LCI un très beau documentaire qui présentait les nouveaux enrôlés dans l'armée ukrainienne. C'est Monsieur Tout-le-Monde. Comment on peut imaginer, Bruno Pomar, qu'un Monsieur Tout-le-Monde devienne un guerrier qui défie sur le front la Russie ? L'engagement patriotique, je dirais, puisqu'on a certains Français qui sont partis, mais des anciens militaires souvent, des légionnaires, d'anciens légionnaires et autres. Je pense qu'il y a un véritable engagement. Lorsqu'on a été 15 ou 20 ans militaire, effectivement, on a toujours cette envie de se rendre utile. Et je crois que ceux qui se sont enrôlés dans cette guerre, effectivement, d'abord c'est courageux, parce que certains sont morts même. C'est quelque chose, c'est du conditionnement. Les anciens militaires, mais Monsieur Tout-le-Monde. Oui, il y avait un garagiste, par exemple. C'est surprenant, effectivement. Ça prouve qu'il y a des gens qui sont patriotes, mais patriotes dans le sens des... C'est une formation psychologique, j'imagine. Écoutez, oui, c'est un engagement personnel. C'est courageux, parce que quand on n'a aucune formation militaire pour manipuler les armes et tout ce qu'on peut imaginer, effectivement, on peut se poser la question. Mais ces gens-là qui sont partis peuvent aider aussi en termes logistiques et autres. On ne sont pas partis nécessairement prendre les armes comme peuvent le faire nos militaires légionnaires ou autres à la retraite et qui sont capables de manipuler des armes. Donc, oui, ils sont utiles pour le pays, pour l'Ukraine, et je trouve que c'est admirable. Ouais. Philippe Bourriaquian va vous donner le mot de la fin. Alors, je voudrais d'abord saluer sur le X de Sud Radio, bon temps Philippe, qui apprécie énormément Philippe David, visiblement, et nous l'apprécions aussi, il nous manque. Mais si vous voulez, je peux partir, Philippe. C'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande, bon temps Philippe. Je pars. Et lui dire que non, le débat, il est éclairé. D'ailleurs, il pourrait appeler. Oui, parce que l'auditeur en question dit que la question est pourrie, pardonnez-moi. Mais non, mais c'est pas du tout le cas. Il y a un agresseur, un agressé, et donc par conséquent, voilà, c'est une évidence. Et pour répondre à Sandrine, j'étais moi samedi après la manifestation avec des femmes ukrainiennes, et j'ai posé justement cette question. Est-ce que vous seriez prêt à dire bon, on laisse tomber le Donbass et la Crimée définitivement, et on a la paix? Et je vous parle de femmes qui ont eu des maris, qui ont des enfants qui sont enrôlés, pour certains qui l'ont perdu, leur père, ils disent jamais. Nous nous battrons jusqu'au dernier. Oui. Et quand vous avez des patriotes, et c'est pas un vilain mot, être patriote, moi je suis un patriote, j'aime mon pays, la France, d'une force extraordinaire, et si demain on devait agresser la France, je me poserai aucune question, et ça sera jusqu'au dernier Français. Vous prendriez les armes? Évidemment. Évidemment, pour ma patrie, pour ma nation, pour mon pays, pour mon peuple, je prendrai les armes sans me poser aucune question. Merci en tout cas, colonel Père de Jong, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci. Vous inquiétez pas, je suis là jusqu'au 4 août, Philippe. Il a écrit un très bon bouquin, entre les lignes. Eh ben voilà. Oui. Eh bien, chers auditeurs, vous restez avec nous parce qu'on va changer un peu de sujet. On va être un peu plus léger. On va jouer juste après la pause. On va jouer avec moi, désolé. Pardon.